Et bonjour et bienvenue, je te propose de corriger aujourd'hui l'exercice 3 du sujet 2 Polynésie 2023. Donc c'est un sujet de mécanique dans lequel tu vas pouvoir t'exercer sur l'établissement des équations horaires, mais cette fois-ci avec une particule chargée, donc tu as un champ électrique, donc une particule qui se déplace dans un champ électrique. Allez c'est parti, je te laisse prendre connaissance du sujet et on y va. Donc comme d'habitude, quand tu abordes ce type de sujet, je te conseille d'avoir une lecture active, c'est-à-dire de prendre note de toutes les données qui vont potentiellement te servir. Par exemple ici, on veut vérifier si le mouvement du proton que l'on étudie va avoir une vitesse suffisante pour pouvoir être utilisé dans l'analyse d'objets d'art ou quelque chose comme ça. Le proton part sans vitesse initiale et on te demande de reproduire le schéma du condensateur plan et de représenter sans souci d'échelle la force électrostatique exercée sur le proton à un endroit quelconque de sa trajectoire. Alors pour rappel, une force électrostatique c'est égal à la charge multipliée par le vecteur champ électrique. Donc le vecteur force électrostatique égale Q fois vecteur champ électrique. Si ta charge Q elle est chargée positivement, eh bien F et E seront de même sens à chaque fois. Si par contre tu as une charge qui est négative, par exemple un électron qui se déplace dans un champ électrique, eh bien la force électrostatique et le champ électrique seront de sens opposé. Donc ça c'est la première chose que tu dois considérer. Alors, ici, on te demande de reproduire le schéma du condensateur plan. Alors, un condensateur, c'est constitué par deux armatures. Une qui va comporter des charges électriques plus, et l'autre qui va comporter des charges électriques moins. Ici, sur le sujet, on t'indique que le champ électrique est dirigé comme ceci. C'est pour ça que d'emblée, j'ai placé les charges positives sur l'armature du haut et les charges négatives sur l'armature du bas, puisqu'un champ électrique est toujours dirigé du plus vers le moins. Donc ça, c'est nécessaire de le savoir si tu veux pas te tromper, parce qu'on aurait très bien pu te donner dans ce sujet les armatures, tout simplement, par exemple, en t'indiquant les pôles, donc le plus et le moins ici, à toi de tracer le champ électrique de cette manière. On te demande donc de reproduire le schéma du condensateur plan, c'est ce que j'ai fait ici en plaçant les deux armatures. J'ai placé les charges plus et les charges moins parce que j'ai déduit du sens du champ électrique que c'était comme ça. Et puis, sans souci d'échelle, je vais représenter une force électrique, électrostatique, qui est collinéaire avec le champ électrique E et qui est de même sens. Donc je vais mettre une force électrostatique de cette manière-là. Tu peux définir n'importe quel point, on n'a qu'à dire ici que c'est le point M à partir duquel, qui représente la position du proton. Alors dans la deuxième question, c'est un grand classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas travailler sur une particule chargée, on va te demander de comparer la valeur de l'intensité de la pesanteur qui s'exerce sur ton proton, enfin plutôt le poids du proton. On va te demander de comparer la force gravitationnelle qui s'exerce sur le proton par rapport à la force électrique. Et donc tu vas forcément aboutir au résultat que la force électrique qui s'exerce sur le proton est beaucoup plus importante et que donc on va pouvoir négliger le poids du proton. Donc ici tu vas faire un simple calcul puisqu'on te demande de calculer les valeurs. Donc on va calculer la valeur du poids P, P égale M fois G. Donc attention aux unités, ta masse tu la veux en kilos, donc tu fais 1,6 fois 10 puissance moins 27 et tu multiplies ça par l'accélération terrestre 9,81, donc l'intensité de la pesanteur. Le résultat, on le donne avec deux chiffres significatifs et ça te donne 1,6 fois 10 puissance moins 26 newtons. Tu fais le calcul maintenant de l'intensité de la valeur de ta force électrostatique, ça fait F égale Q fois E. Q ici c'est la charge de ton proton, il est chargé positivement, sa charge c'est donc la charge élémentaire, donc E fois E. Petit e ça vaut 1,6 fois 10 moins 19, et puis tu multiplies ça par le champ électrique, la valeur du champ électrique qui vaut 1,5 fois 10 puissance 6 volts par mètre. Et ça te donne 2,4 fois 10 puissance moins 13 newtons. Tu peux calculer le rapport de ces deux valeurs pour mettre en évidence que l'une est bien plus grande que l'autre. Donc tu fais F divisé par P.
Donc grosso modo, tu fais 10 puissance moins 26 divisé par, ou plutôt 10 puissance moins 13 divisé par 10 puissance moins 26, et tu trouves 10 puissance 13 environ, c'est-à-dire que la force électrique est 10 puissance 13 fois plus forte que la force gravitationnelle qui s'exerce sur ce proton. On peut donc très clairement négliger le poids devant la force électrostatique. Donc cette question, elle est très traditionnelle. Qu'est-ce que tu peux avoir comme variation? Eh bien, on peut te poser la même question pour un électron, par exemple un électron qui subit l'attraction d'un proton. On peut te poser la même question avec un noyau d'hélium. Il y a des exercices, parfois on te dit qu'on prend un noyau d'hélium qu'on envoie dans un champ électrique, enfin qui se déplace dans un champ électrique. Un noyau d'hélium, ça comporte 2 protons. Donc dans ce cas, il faudra que tu considères que la charge du noyau d'hélium, c'est 2 fois la charge élémentaire, c'est 2 E. Donc attention aux petites variations, aux petites subtilités. Alors tout ça t'amène à la question ultra classique, c'est-à-dire appliquer la deuxième loi de Newton sur le proton pour établir l'expression littérale du vecteur accélération du proton A, et puis établir ensuite la vitesse. Bref, on va certainement établir les équations horaires ou quelque chose de ce type. Puisque tu veux appliquer la deuxième loi de Newton, il faut d'abord que tu précises ton système, comme d'habitude. Donc ton système ici, c'est le proton. Il faut que tu précises ton référentiel. Donc ici, on va prendre le référentiel terrestre supposé galiléen. Et puis, tu vas ensuite faire un bilan des forces. Donc ici, le bilan des forces, puisqu'on néglige le poids, eh bien on va pouvoir dire que la seule force qui s'applique sur ce proton, c'est la force électrostatique. Donc on va mettre en bilan des forces la force électrostatique. On applique la deuxième loi de Newton sur le proton, qui nous permet de dire que la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur ce proton est égale à la masse multipliée par le vecteur accélération. Étant donné que la seule force qui s'exerce ici sur ton proton, c'est Q fois le champ électrique, eh bien on va écrire QE égale la masse fois le vecteur accélération, ce qui te permet d'écrire que le vecteur accélération est égal à Q sur M E. Alors là, c'est très important de se ramener au dessin initial. Donc initialement, sur le dessin, tu avais un vecteur unitaire petit k qui était orienté vers le bas, et donc on avait un champ électrique qui lui aussi était orienté vers le bas, et comme la valeur du champ électrique c'est E, et que le champ électrique ici est complètement collinaire au vecteur K, et puis qu'ils sont de même sens, et bien les composantes de ton vecteur champ électrique c'est 0 et E. Alors ici j'ai fait comme si on était sur des axes X et Y, en réalité dans l'énoncé le repère s'appelle OZ, donc finalement il n'y a qu'une seule composante, il n'y a qu'un seul axe. Bon, écoute, on peut... alors déjà j'enlève la flèche que j'ai mise là parce qu'elle n'a rien à faire ici, donc on peut aussi écrire comme ça. Il n'y a qu'une composante pour ton vecteur, c'est E. Et puis cette composante, elle est positive puisque on a les vecteurs K et le vecteur E qui sont de même sens. Et ça, à chaque fois, tu dois le considérer. C'est-à-dire, est-ce que mon vecteur unitaire est de même sens ou de sens opposé que mon vecteur champ électrique ou champ gravitationnel? C'est ce qui fait que tu as des composantes qui peuvent être en négatif ou en positif. Donc l'expression littérale de notre vecteur accélération, ici je vais remplacer Q par E puisque c'est la valeur de la charge de ton proton, E sur M. Ici je vais écrire E, et puis je vais écrire fois le vecteur unitaire K. Donc là j'ai une belle expression littérale de mon vecteur accélération qui est égale à E sur M fois grand E fois le vecteur unitaire K. Eh bien on a répondu à la question 3. Donc dans la question 4, on te demande de montrer que dans le repère OZ, la coordonnée du vecteur vitesse VZT du proton est EE sur masse du proton fois T. Alors mon petit m qui est ici, c'est évidemment la masse du proton. Et par ailleurs, on a la relation entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse qui est A égale dV sur dt. Du coup, mon vecteur accélération, sa seule composante c'est EE sur la masse du proton, et pour trouver les composantes, la composante du vecteur vitesse, eh bien il faut chercher une primitive de EE sur MP qui est une valeur. Donc si tu cherches une primitive de 2, ça te donne 2t,
Bon, ici on va considérer que ça c'est un nombre, donc je vais avoir ici EE sur M fois T, plus une constante, qui est une constante d'intégration et qui dépend des conditions initiales, c'est-à-dire est-ce que initialement mon proton avait une vitesse ou pas. Et bien dans le sujet il est écrit que les protons partent sans vitesse initiale, donc forcément à l'instant t égale 0, j'ai un vecteur V0 qui vaut EE sur MP fois 0, donc EE sur MP fois 0 plus K1, donc c'est égal à K1, et par ailleurs je sais que la vitesse initiale, c'est 0, donc par identification j'ai K1 qui vaut 0. Et bien le vecteur vitesse a sa composante VZT qui est bien égale à EE sur la masse du proton fois T. Voilà pour cette question. Alors pour la question 5, qui est un petit peu technique, tu as deux options. On te demande de déterminer la valeur de la vitesse V2 du proton au niveau de la plaque 2. Alors la première option, c'est de rester sur ce que tu es en train de faire, l'établissement des équations horaires. Donc on va aller chercher les coordonnées du vecteur OM, donc c'est-à-dire la position en fonction du temps de ta particule. Donc toi tu sais que la vitesse, le vecteur vitesse, est égal à la dérivée de la position par rapport au temps. Donc ça c'est une possibilité. On va primitiver la composante qui est ici, c'est-à-dire ça va te donner 1/2 de EE sur MP fois T carré, plus une constante, K2, mais cette constante, on sait que initialement le proton il était placé en 0, donc la position initiale OM0, ses coordonnées c'était 0, donc on va avoir ici K2 qui est égal à 0. Autrement dit, ton vecteur position a une composante qui est 1/2 de EE sur masse du proton fois T au carré. Et comme la distance entre deux plaques c'est 2,9 fois 10 puissance moins 2 mètres, eh bien tu veux résoudre 1/2 de EE sur la masse du proton fois T carré, tu veux que ce soit égal à D, c'est-à-dire que tu veux savoir au bout de combien de temps est-ce que ton proton aura parcouru cette distance. Eh bien tu manipules tout ça, ça te fait T égale 1/2 de EE le tout. Non, je l'ai pris à l'envers. Donc tu manipules tout ça, tu fais T est égal à D, donc fois 2, fois la masse du proton, le tout divisé par EE, et tu prends la racine carrée. Donc ça c'est le temps au bout duquel ta particule va atteindre la deuxième plaque de ton condensateur. Et donc tu injectes ce temps dans ton VZ, donc ta vitesse, ça va être un EE sur masse du proton multiplié par la racine carrée de 2 fois D fois la masse du proton divisé par la charge du proton et par la valeur du champ électrique. Donc là tu fais l'application numérique, alors ça te donne avec deux chiffres significatifs 2,9 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. Et donc cette valeur, elle est plus petite que 2,3 fois 10 puissance 7 mètres par seconde moins 1. Elle ne rentre donc pas dans la gamme de vitesse qui permet de l'utiliser pour analyser un tableau. Donc voilà pour la première méthode. Et la deuxième méthode, ça consiste à utiliser le théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire que la variation d'énergie cinétique entre la plaque 1 et la plaque 2, eh bien ça doit être égal à la somme des travaux des forces le long du chemin 1 à 2. Donc ici la seule force qui travaille, c'est la force électrique. La variation d'énergie cinétique, ça te donne donc 1/2 de mv2 au carré moins 1/2 de mv1 carré, mais la vitesse initiale est nulle. Donc le 1/2 de mv1 carré, eh bien ça va faire 0, bon, je l'écris quand même. Et le travail de la force électrostatique, eh bien on te l'indique, c'est égal à Q fois U. Donc ici on va pouvoir écrire E, puisque c'est la charge du proton, fois U. Alors qu'est-ce qu'on te dit sur le U? Donc là on ne te donne pas sa valeur, donc tu vas la calculer en utilisant E égale U sur D. Donc on va remplacer U par petit d fois la valeur du champ
électrique. Il te reste 1,5 fois la masse du proton fois la vitesse en sortie de ton condensateur qui est égal à E fois D fois grand E. Donc tu réarranges tout ça, ça te donne V2 égale E fois D fois E multiplié par 2 divisé par la masse du proton et tu prends la racine carrée de ceci et on trouve, et miracle comme c'est la même expression, on trouve encore 2,9 fois 10 puissance 6 mètres par seconde et cette vitesse est donc insuffisante pour analyser notre objet d'art. Alors on te demande en question 6 de donner un argument montrant que l'expression de la coordonnée du vecteur vitesse VZT n'a pas changé dans le deuxième condensateur. Et bien étant donné que le champ électrique est strictement le même, comme on peut le voir sur ce dessin dans le sujet, et bien il n'y a aucune raison que ton vecteur VZ change puisque l'accélération c'est la même et que l'origine est toujours en 0. Donc en fait tout se passe comme si on pouvait enlever la plaque du milieu et comme si tu avais un champ électrique qui était complètement uniforme entre la plaque 1 et la plaque 3 et ainsi de suite jusqu'à la plaque 60, 80, enfin qu'importe. Donc ton argument ici c'est de dire que l'accélération reste identique, le vecteur accélération c'est toujours celui qu'on a établi tout à l'heure, c'est-à-dire Q sur M fois le champ électrique. Et donc ton vecteur vitesse c'est toujours E fois E sur la masse du proton multiplié par le temps. Donc l'erreur ici à ne pas commettre, c'est de vouloir considérer la vitesse en position 2 comme étant la vitesse initiale. Ta vitesse initiale c'est toujours la même, c'est toujours V0. Donc c'est vraiment l'idée ici que ton champ électrique reste uniforme tout au long du déplacement du proton. Alors on te demande de montrer en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre l'entrée de la première plaque et la sortie de la dernière plaque que l'expression de l'énergie cinétique au niveau de la dernière plaque peut s'exprimer sous la forme EC finale égale EU. Donc ici tu dois réappliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc ton énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, eh bien ça doit être égal à la somme des travaux des forces. Comme ton énergie cinétique initiale vaut 0, je ne l'ai pas écrite ici, et tu vas marquer donc ici somme des travaux des forces. Et comme la seule force qui s'applique c'est encore la force électrostatique et que on te donne dans l'énoncé le fait que ce travail des forces électrostatiques c'est Q fois U, bah en fait c'est comme à la question 5, donc peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que tu utilises le théorème de l'énergie cinétique pour trouver tout à l'heure la valeur de la vitesse en sortie. Étant donné qu'on a déjà fait le travail, on se retrouve ici à réécrire que le C final égale Q fois U, comme la charge du proton c'est E, et bien ça te fait E fois U. Donc rien à dire de plus ici, bon, je peux réécrire somme des travaux des forces le long du chemin 1, donc jusqu'à là, il y a combien de condensateurs? 69 condensateurs plans successifs, donc ça fait beaucoup de plaques, faudrait que je compte, enfin bref. Donc ça te fait la somme des travaux des forces, donc c'est que le travail de la force électrique EC finale égale E fois U. En exploitant cette relation, celle qu'on vient d'établir, ça te donne 1,5 fois mv au carré, donc la vitesse en sortie, ça doit être égal à E fois U, et on indique que la tension c'est 3,0 mégavolt, donc 3,0 fois 10 puissance volt. Tu peux donc exploiter cette relation pour calculer la vitesse en sortie, ça te donne 2 fois E fois U sur M, et tu prends la racine carrée de tout ça. Tu fais ton calcul et tu trouves que la vitesse en sortie vaut 2,4 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Et bien cette vitesse, cette fois, elle doit rentrer dans la gamme de valeurs attendues, oui, puisqu'elle est supérieure à 2,3 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Voilà, bravo à toi, si t'es arrivé au bout de ce sujet, il est pas
commun. Moi j'ai été un peu perturbé par le fait qu'il n'y ait qu'une seule coordonnée. Déjà je suis un peu robotisé, j'avais envie qu'il y ait deux coordonnées, X et Y ou X et Z. Bon enfin voilà, là il n'y a qu'une seule coordonnée. Bon, et bien en tout cas c'est un sujet qui est intéressant, qui te permet de revoir le théorème de l'énergie cinétique, puis d'employer un peu les équations horaires pour répondre aux questions. Voilà, j'espère que ça t'a plu. À bientôt.